Bonjour, on va commencer aujourd'hui un nouveau chapitre dans la partie concernant le système nerveux de notre cours. Donc pour vous resituer un peu dans le plan de notre cours, qui compose deux parties d'ailleurs, une partie sur le système nerveux et une partie sur le système endocrinien. Dans la partie du système nerveux, on a dit qu'il y avait deux grandes parties, une partie concernant le tissu nerveux, la cellule nerveuse, la physiologie de la cellule nerveuse avec la naissance du potentiel d'action, le message nerveux, la transmission à travers les synapses, les différents neurotransmetteurs, les différents types de synapses dans le système nerveux central ou dans le système nerveux périphérique. Donc, on a terminé cette partie, on va la terminer bientôt, et on va commencer la deuxième grande partie qui est en quelque sorte la physiologie descriptive, si vous voulez, des différentes parties du système nerveux central, qui est composée de la moelle épinière et de l'encéphale. D'accord ? Voilà, donc je vous remets dans le petit puzzle qu'on avait introduit ensemble au début du cours. Donc jusqu'à maintenant, on a parlé des éléments fonctionnels du système nerveux central, le neurone avec toutes les caractéristiques, les capacités, le rôle, l'intégration qu'il est capable d'établir pour que le système nerveux joue son rôle d'intégration, les différents types de synapses, etc. Donc, on va continuer dans et on a donné des exemples de synapses du système nerveux central et on les a comparés à des synapses du système nerveux périphérique au niveau de la plaque motrice, le système somatique et le système végétatif. On a pris en exemple la synapse au niveau du cœur. Pardon. Comme je vous ai dit, on commence aujourd'hui la physiologie des différentes parties du système nerveux central et on va commencer par la moelle épinière. Donc, je vous remets ce puzzle en grand parce que, en fait, on est en train de le construire petit à petit et il ne sera sûrement pas terminé cette année avec la partie concernant le système nerveux central. Donc, on est là. Dans le système nerveux central. Voilà les voies afférentes au système nerveux central à partir de récepteurs. Okay, on a parlé de quelques récepteurs, ou on va parler de quelques récepteurs périphériques dans le cadre de ce cours du système nerveux central avec les différentes parties, peut-être pas toutes les fonctions d'intégration, mais au moins une physiologie descriptive pour savoir chaque partie du système nerveux central, que ce soit la moelle épinière et chaque partie de l'encéphale avec ses différentes structures, quels sont leurs rôles au moins, et dans les voies efférentes qui font partie du système périphérique, donc on va étudier le système somatique, et on a donné quelques exemples, un exemple de synapse végétative. La partie végétative fera l'objet d'un cours complet sur l'homéostasie l'année prochaine, et ce qui reste comme fonction d'intégration supérieure au niveau de cerveau, ainsi que le contrôle de la motricité, ainsi que la plasticité cérébrale, les mécanismes moléculaires, etc., ainsi que la transduction de la physiologie sensorielle, feront aussi l'objet d'un cours en neurophysiologie l'année prochaine. Donc voilà, cette année on va faire le basic, les parties de base pour pouvoir compléter notre puzzle dans un enseignement prochain. Voilà, si on vient à ce système nerveux central et à la moelle épinière, bon, le rôle du système nerveux central, comme on a dit, c'est de pouvoir intégrer des informations qui lui parviennent de l'extérieur et qu'il puisse contrôler toutes les fonctions de notre organisme, c'est-à-dire, après l'intégration, il va pouvoir renvoyer des réponses vers l'extérieur ou bien des réponses qui vont rester à l'intérieur de ce système nerveux central, surtout dans les fonctions intellectuelles supérieures du cerveau qu'on ne va pas discuter dans le cadre de ce cours. Donc, la première partie de ce système nerveux central, c'est la moelle épinière. Pour pouvoir jouer son rôle déjà d'intégration, il faut qu'elle puisse recevoir des informations, intégrer et renvoyer des informations. Donc, cette relation avec la périphérie, pour pouvoir assurer son rôle, se fait à travers de voies, de chemins, en quelque sorte, qui peuvent acheminer un message
qui va être compris par la moelle épinière, qui est une partie du système nerveux central, ce message doit être un influx nerveux. Et un influx nerveux, il n'est véhiculé que par des fibres nerveuses, d'accord, ou par des neurones. D'où la présence de 31 paires de nerfs rachidiens, 31 paires. On va sûrement pas retenir leur nom dans le cadre de ce cours. C'est pas un cours d'anatomie, mais il nous faut un support anatomique pour comprendre un peu ce qui se passe. Donc, ces nerfs rachidiens sont chargés de transmettre, de véhiculer l'information à partir de récepteurs périphériques, des informations à partir de la périphérie vers le système nerveux central, en l'occurrence vers la moelle épinière, pour ces 31 paires de nerfs rachidiens. Tout ce qui est rachidien, il se rapporte à la moelle épinière, médulaire ou rachidien, c'est la même chose. Et chaque paire de nerfs comporte une partie sensitive et une partie motrice, et évidemment il y a la symétrie, c'est pourquoi il y a des paires. Les nerfs sont par paires de nerfs de chaque côté de l'axe de symétrie centrale qui est la moelle épinière. D'accord ? Voilà donc une autre représentation, et quelles sont les régions qui vont être innervées par ces nerfs rachidiens. La régionalisation de ces nerfs rachidiens, normalement on les retient pas par leur nom, mais on les retient par où ils rentrent et ils sortent par paire. De la colonne vertébrale pour arriver et sortir de la moelle épinière, et on les distribue, si vous voulez, on les classe par les 31 paires. Il y a 8 paires de nerfs cervicaux, donc de C1 à C8. Il y a 12 paires de nerfs thoraciques ou dorsaux, ou bien c'est par T1 à T12 ou D1 à D12. Il y a 5 paires de nerfs lombaires, L1 à L5. Il y a 5 paires de nerfs sacrés, S1 à S5. Et il y a une paire de nerfs coccygien juste en bas. D'accord ? Voilà, et on verra au fur et à mesure, vous allez comprendre que à travers ces nerfs rachidiens, il va y avoir toute l'information de la périphérie vers le système nerveux central et toute l'information du système nerveux central, que ce soit de la moelle épinière ou bien de l'encéphale, qui vont être véhiculés à travers cette moelle épinière et sortir à travers ces nerfs rachidiens vers la périphérie. Et dans ces nerfs, il va y avoir les fibres du système somatique, aussi bien les fibres du système somatique que les fibres du système végétatif sympathique et parasympathique. Donc, on aura des voies sensitives et on aura des voies motrices dans chaque paire de nerfs rachidiens. La voie sensitive, la partie sensitive, va acheminer toutes les informations de la périphérie, et la voie motrice, la partie motrice, va acheminer toutes les informations vers la périphérie. Ces informations vont suivre 3 chemins anatomiquement, 3 groupes d'axones, si vous voulez, de neurones, anatomiquement différents. On a la voie somatique, on a la voie végétative avec ses 2 composantes, sympathiques et parasympathiques. Avant de parler vraiment de la moelle épinière en tant que partie du système nerveux central et de ses différentes fonctions, je vous rappelle que la deuxième partie du système nerveux central, c'est l'encéphale avec ses différentes structures qu'on va les étudier dans un chapitre suivant, mais pour vous dire aussi que cet encéphale aussi possède un dispositif nerveux pour pouvoir recevoir et envoyer des informations au niveau de la boîte crânienne, à partir du cou et au niveau de la boîte crânienne, et ce dispositif se résume par 12 paires de nerfs crâniens. Ça, c'est plus facile, le nom est plus facile à retenir, si vous voulez. Donc, sur ce tableau, il y a ces 12 paires. Chaque paire de ces nerfs crâniens a une fonction bien déterminée, et elle va acheminer des informations à partir d'une fonction sensorielle bien déterminée au niveau de notre crâne. Et une partie motrice qui va innerver des régions bien particulières au niveau aussi de notre tête, à partir du haut du cou et au niveau de la tête. Et donc, comme les nerfs rachidiens sont tous mixtes, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué, il y a une partie, dans chaque paire de nerfs, il y a une partie afférente et une partie efférente. Dans les nerfs crâniens, ils sont pas tous mixtes, il y en a qui sont
purement moteurs, il y a qui sont purement sensitifs et il y a qui sont mixtes. Donc sensitif moteur, sensitif et moteur, et quand c'est SM, il y a des fibres afférentes, le même nerf, il possède des fibres afférentes à partir des récepteurs, il possède des fibres motrices vers les cellules cibles. On reverra ça quand on va étudier aussi l'encéphale. Et voilà, ça c'est une coupe dans l'encéphale, on n'est pas dans la moelle épinière, qui vous montre un peu le lieu de naissance de ces 12 paires de nerfs crâniens et qu'on appelle le lieu de naissance, on les appelle les noyaux parce que un nerf c'est un ensemble de fibres, mais ces fibres, chaque fibre a un corps cellulaire. Et le noyau c'est l'ensemble de ces corps cellulaires à partir desquels les fibres vont former ce qu'on appelle le nerf. D'accord? Donc, pour les nerfs crâniens, les 12 sont éparpillés un peu partout au niveau de notre encéphale, évidemment dans les régions subcorticales, sous le cortex, à partir du bulbe rachidien jusqu'en haut du tronc cérébral. Voilà. Donc, on revient au but de notre chapitre d'aujourd'hui, qui est la moelle épinière, comme on a dit. Donc, la moelle épinière, elle a deux fonctions. Une fonction d'intégration en tant que système nerveux central. Donc, les corps cellulaires de cette moelle épinière vont jouer, ils ont un rôle comme exactement les neurones qu'on a étudiés dans la première partie. On a étudié le neurone en tant que constituant comme cellule nerveuse, comme cellule intégratrice dans la moelle épinière et dans l'encéphale. D'accord? Et elle a un autre rôle, c'est un rôle de conduction. Et comme je vous ai annoncé au début, à travers ces nerfs rachidiens, l'information, elle va être véhiculée de la périphérie vers le système nerveux central. Donc, si elle doit arriver à la moelle épinière, elle va être intégrée au niveau de la moelle épinière. Mais si elle est destinée à aller un peu plus haut que la moelle épinière vers les autres structures supraspinales du système nerveux central, elle va véhiculer à travers la moelle épinière. Voilà. Pour commencer avec la première fonction de la moelle épinière, qui est la fonction réflexe. Donc, pour définir le réflexe c'est une réponse stéréotypée, c'est-à-dire à chaque fois, c'est exactement la même réponse pour chaque réflexe, rapide, automatique, c'est-à-dire elle se fait de façon involontaire, elle n'est pas contrôlée volontairement, et évidemment, le réflexe, c'est une réponse, et quand on parle d'un réflexe somatique, c'est une réponse qui va s'effectuer, qui va apparaître au niveau de nos muscles squelettiques suite à un stimulus. D'accord? Donc, sur le plan fonctionnel, on distingue au niveau de la moelle épinière, on a des réflexes somatiques et on a des réflexes qui appartiennent au système autonome végétatif. Les réflexes somatiques qui feront l'objet de notre cours de cette année, ils vont s'exprimer au niveau de la musculature squelettique. D'accord? Et les réflexes autonomes qui feront l'objet d'un cours sur l'homéostasie l'année prochaine, va porter sur des réflexes autonomes. Il y a des centres réflexes autonomes au niveau de la moelle épinière, c'est pourquoi j'ai cité ici, mais la plupart des centres réflexes autonomes se situent dans des régions supraspinales, plus haut un peu de la moelle, mais il y a des centres au niveau de la moelle épinière. Voilà, et aussi, il faut signaler qu'il y a des réflexes, il y a des centres réflexes, c'est-à-dire sont capables de déclencher des réponses réflexes, aussi bien au niveau de nos muscles squelettiques que nos viscères, les muscles lisses, les glandes, le cœur, etc., dont les centres ne sont pas au niveau de la moelle épinière, ils sont au niveau supraspinal.